1965. Un navire français fend les vagues de l'Atlantique, cap sur Paris. À son bord, une cargaison si précieuse que provocatrice, des tonnes et des tonnes de lingots d'or retirés directement des coffres blindés de la réserve fédérale américaine, suite à un ordre audacieux signé par le général Charles de Gaulle. De Gaulle est alors convaincu que les États-Unis sont des tricheurs et qu'ils exagèrent la taille de leurs réserves en or afin de dépenser toujours plus. N'ayant plus confiance en Washington, il ordonne que l'or français soit rapatrié à la Banque de France. De Gaulle ne sait pas encore, mais son geste bouscule les États-Unis et cause une véritable panique qui aidera éventuellement à la création de l'empire le plus puissant que le monde n'ait jamais connu, l'empire du dollar. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une histoire aussi complexe que fascinante et d'explorer la genèse de l'Empire américain, ses motivations et son fonctionnement, afin de poser un regard en profondeur sur une question fondamentale. Assiste-t-on aujourd'hui à l'effondrement de l'Empire américain? Un empire bâti sur le commerce, le dollar et une influence sans égale, des décennies de domination économique et militaire, mais dont les piliers sont aujourd'hui fragilisés par des fissures de plus en plus visibles. C'est l'histoire de l'argent, des grandes guerres, du dollar et de son privilège immense. C'est l'histoire de la dette, des BRICS et des pétrodollars. Mais surtout, c'est le récit d'un système qui domine le monde avec une suprématie telle qu'on peine à la décrire, quelque part entre l'élégance et l'exorbitance. Nous verrons comment cet empire mondial, autrefois intouchable, est aujourd'hui remis en doute, non seulement par la montée de puissances rivales comme la Chine et la Russie, mais aussi par des problèmes structurels menant à une perte de confiance mondiale envers les États-Unis. Chers amis, voici l'effondrement de l'Empire américain raconté. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Comme média indépendant, il est important pour nous de s'assurer que vous ayez toujours accès aux deux côtés de la médaille. Une chose qu'on me demande régulièrement, c'est comment se tenir informé en dépit des biais politiques et idéologiques des grands médias. Le meilleur moyen de naviguer dans ce brouillard, c'est en fait de travailler avec notre partenaire Ground News. Vous connaissez peut-être déjà Ground News. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser récemment et ça a complètement changé mon travail. Auparavant, je devais faire une revue de presse tous les jours avec un abonnement pour tous les grands journaux de référence partout à travers le monde. Un processus non seulement laborieux, mais aussi très coûteux. Maintenant, Ground News fait tout ça à ma place et beaucoup plus. Je peux définir mes intérêts, créer mon propre fil de nouvelles en évitant les sports et la météo pour me concentrer sur les nouvelles ayant une portée géopolitique. Mais surtout, je peux voir combien de sources ont couvert la nouvelle, leurs biais à gauche ou à droite, leur niveau de factualité ou même s'ils appartiennent à un conglomérat, et tout ça évalué par 3 organisations indépendantes de journalisme. Par exemple, ici, on apprend que des navires de guerre chinois ont été reçus au Cambodge alors que les tensions militaires persistent avec la Thaïlande. C'est une nouvelle qui a été rapportée par 11 sources, mais très peu sur la droite. Avec l'onglet de factualité, je peux voir qu'il existe des sources primaires fiables et à qui elles appartiennent. Sinon, vous avez ici une nouvelle en développement. L'Allemagne se prépare à commander quelques 600 systèmes de défense aérienne. Une nouvelle facile à rater, rapportée surtout en Allemagne, mais néanmoins utile dans nos analyses. Sur la gauche, comme au Kiev Post, on invoque très rapidement les incursions de drones russes et le besoin de les intercepter, alors que sur la droite, on met surtout l'accent sur le contrat et l'échéancier. Ground News est un outil fantastique pour s'élever au-dessus de la foule. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Centre Nobel de la paix, que Ground News est un excellent moyen de rester informé, d'éviter les chambres d'écho et d'élargir sa vision du monde. Pour profiter d'une réduction de 40% sur l'abonnement Vantage avec accès illimité, celui que j'utilise, rendez-vous au ground.news/7 jours. Scannez le code QR à l'écran ou suivez le lien dans la description. Qu'est-ce qu'un empire, au fond? Une mosaïque de terres, de peuples et de richesses, tous soumis à un pouvoir central. C'est l'Empire britannique ou français, Rome, le Japon impérial ou l'Empire mongol. Quand on y pense, la mécanique est relativement simple et presque inévitable. En fait, imaginons un instant que nous dirigeons un État. Nos forêts regorgent de bois, les scieries tournent à plein régime, mais nos forges manquent cruellement de métaux. On ouvre alors une route commerciale, nos chariots rapportent du fer et nos marchands vendent nos surplus à profit. Bientôt, l'or afflue. Les quais de nos ports grouillent de navires et nos usines crachent la fumée d'une prospérité nouvelle. Bien sûr, cette route commerciale a maintenant une valeur énorme et pour éviter qu'elle ne soit perturbée par des voleurs ou des rivaux, alors, naturellement, il faut la sécuriser, la patrouiller, la défendre.
On doit recruter des hommes, les organiser, les payer, sans parler des routes maritimes qu'une puissante flotte de guerre doit protéger contre pirates et adversaires. Évidemment, tout ça coûte très cher, mais on perçoit toujours plus de taxes sur les marchandises. Notre État s'enrichit et notre puissance militaire grandit alors que nos tentacules atteignent désormais toute la région. Les marchands étrangers apprennent notre langue et l'enseignent à leurs enfants. Bientôt, les savants du monde entier remplissent nos universités attirés par la lumière éclatante de notre culture. À même nos coffres, on finance l'exploration des derniers confins du monde, car si ce n'est pas notre drapeau qui claque sur ces plages lointaines, alors, d'un jour à l'autre, ce sera celui de nos ennemis. Maintenant, qu'arrive-t-il si un de nos partenaires devient soudainement hostile, qu'il décide de rompre la relation, d'agir contre nos intérêts, ou pire, qu'il nous remplace avec une puissance rivale? On l'ignore? On l'accepte? Évidemment que non. De toute manière, les banquiers et les marchands qui tirent profit de notre pouvoir ne l'accepteront jamais. Notre suprématie est un château de cartes fragile et éphémère. Vous envoyez donc des émissaires, des navires, une armée. Vous conjurez des ressources de tous les continents. Bref, vous faites le nécessaire pour protéger le château de cartes. Félicitations. Vous n'aviez pas le choix. Vous voilà maintenant à la tête d'un empire. Au cours de l'histoire, ce mécanisme a mené à la création d'empires multiples dont la portée et la puissance ont été amplifiées au rythme des avancées technologiques. Lorsque jaillit la révolution industrielle au tournant des années 1800, le courant de l'histoire s'accélère à une vitesse carrément dangereuse. Car la science médicale, le télégramme, les moteurs et les machines permettent de contrôler des empires toujours plus vastes. Or, pour alimenter cette révolution et suivre la cadence effrénée du progrès, il faut toujours plus. Plus de charbon, plus de bois, plus de métaux. Résultat, un peu partout dans le monde, les empires par dizaines commencent à se marcher sur les pieds. Et bien sûr, tous armés jusqu'aux dents, des guerres éclatent à chaque occasion. Or, avec des ressources immenses à leur disposition et l'industrialisation de la guerre, ces empires peuvent maintenant se livrer à des conflits à une échelle monstrueuse et terrifiante. Et de tous ces empires, au XXe siècle, le plus riche, le plus puissant, est sans doute l'Empire britannique. Avec des colonies sur tous les continents, c'est la première puissance industrielle, militaire, navale, commerciale et conséquemment, sa devise, la livre sterling, est la plus utilisée dans les échanges, faisant de Londres un véritable carrefour de la finance internationale. Or bien sûr, les Anglais sont loin d'être seuls. Leur domination est aussi récente que contestée, et dans un monde saturé d'empires, aux intérêts contradictoires et incompatibles, une guerre totale et désastreuse devient presque inévitable. Une guerre mobilisant les colonies jusqu'au bout du monde, une guerre pour le contrôle de tout ce que l'autre a construit, une guerre mondiale. Quand elle éclate, on l'appelle la Grande Guerre, persuadé qu'elle mettra fin à toutes les autres. D'une manière, c'est presque vrai. Car on assiste alors à l'effondrement catastrophique et prévisible d'un système politique ayant régi le monde durant des siècles, mais devenu anachronique et suranné, l'apocalypse de l'impérialisme. Des empires entiers sont rayés de la carte, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire russe. Pour l'empire britannique, le choc de la Première Guerre mondiale marque le début de la fin. La guerre est si ruineuse, les conséquences si profondes, que le centre de gravité mondial commence à basculer vers une nouvelle puissance émergente, un véritable mastodonte à l'abri du chaos européen, les États-Unis. Alors que l'Europe pense ses plaies, l'Amérique entre dans une ère de prospérité. Ce sont les années folles, les années 20. Wall Street devient la capitale de la finance mondiale, alors que le dollar remplace graduellement la livre comme langue des affaires. Le dynamisme et le développement rapide de l'Amérique attirent l'argent du monde entier. Les États-Unis produisent 2 fois plus de pétrole que tous les autres pays du monde, combinés ensemble. Déjà, le déclin des empires européens au détriment de l'Amérique semble inévitable et irréversible. Pendant ce temps, en Europe, on assiste à une période d'instabilité profonde, servant de terreau fertile aux idéologies radicales. Après l'effondrement manifeste de l'impérialisme, il faut réinventer tant les structures de pouvoir que la société elle-même. C'est ainsi que le fascisme et le communisme balaient le continent à travers les Mussolini, Lénine et bien sûr Hitler. Lorsqu'arrive la Deuxième Guerre mondiale, c'est en quelque sorte le coup de grâce, l'ultime convulsion d'un monde en phase terminale.
Plus meurtrière, plus ruineuse que celle qui l'a précédée, cette guerre confirme et accélère le passage de l'ère européenne à l'ère américaine. Comme durant la première, Washington reste en marge, préférant fournir les Alliés en argent et en équipement plutôt que de s'impliquer directement. Lorsque l'attaque de Pearl Harbor aspire finalement les États-Unis dans la guerre, l'implication américaine est largement concentrée dans le Pacifique contre l'Empire japonais. En fait, quand les troupes américaines débarquent finalement sur les plages de Normandie en juin 1944, Hitler est déjà sur la défensive, surtout grâce à l'URSS. 27 millions de Soviétiques sont tués, l'Europe est en ruine, l'Asie dévastée. Mais l'Amérique est intacte. Mieux encore, elle est plus forte que jamais, ayant investi tout au long de la guerre dans ses usines et laboratoires jusqu'à dominer dans presque toutes les industries. Résultat, en 1945, les États-Unis produisent plus de la moitié de tous les biens consommés à travers le monde. Les exportations représentent 1/3 du commerce mondial et leurs coffres détiennent les 2/3 de toutes les réserves en or de la planète. Le siècle américain est déjà commencé. Ainsi, grâce à des circonstances avantageuses incluant l'effondrement prévisible d'un système impérial devenu pourri, mais aussi grâce à une stratégie volontaire, prudente et délibérée, les États-Unis naviguent à merveille, un des événements géopolitiques les plus destructeurs de l'histoire de la civilisation. Mais justement, devant une Europe ruinée, détruite et endettée, l'économie américaine surdimensionnée et devenue habituée à des commandes massives depuis l'Europe se retrouve soudainement à sec, sans déboucher, comme une puissante locomotive à court de rails. Certains craignent un retour à la Grande Dépression des années 30, et alors que la planète entière avance en somnambule à la recherche d'un nouvel équilibre, les Américains sont terrifiés par la montée du communisme. Tous comprennent déjà que dans ce nouveau monde, il ne peut y avoir qu'un seul maître, et ce sera l'Amérique ou l'URSS. Et c'est exactement dans ce contexte que les États-Unis font d'une pierre deux coups. Avec le plan Marshall, ils financent la reconstruction de l'Europe, restaurant des marchés pour leurs produits, tout en contenant l'expansion communiste. Or, la vérité, c'est aussi que les États-Unis voient beaucoup plus loin. Profitant de leur posture dominante, les Américains saisissent alors une opportunité historique de construire un modèle sur mesure visant à ressusciter le régime impérial, mais cette fois sous l'autorité d'une seule puissance. Fini les routes commerciales, les colonies et les marchés défendus jalousement par des empires multiples aux monnaies éparses. À partir de maintenant, la liberté de commerce et de navigation sera garantie pour tous par la puissance américaine, alors que le dollar sera la monnaie officielle pour tous les échanges. À Bretton Woods, en 1944, les Américains convoquent les grandes nations du monde à une conférence privée et leur exposent en détail les contours de ce nouveau système. FMI, Banque mondiale, dollar. L'entente est claire. Dans un monde qui a cruellement besoin de stabilité, de sécurité et de liquidité, les Américains fourniront les trois. En échange, tout ce qu'ils demandent, c'est l'ouverture des marchés. À première vue, c'est presque altruiste. Après tout, les marchés seront ouverts pour tout le monde, pas seulement pour Washington. Or, dans un contexte où les industries et les corporations américaines dominent sans équivoque l'économie mondiale, la proposition du libre-échange avantage massivement les États-Unis. En abaissant les frontières économiques, les États-Unis peuvent mieux pénétrer dans les marchés étrangers afin d'y monétiser leur posture dominante. Loin d'abolir le modèle impérial, ce système le réinvente, le modernise et le recycle. Il est essentiel de bien le comprendre. Si la Compagnie des Indes orientales était en quelque sorte un agent de l'Empire britannique, agissant pour ses intérêts et payant des taxes à Londres sur les revenus récoltés à l'étranger, les industries et les corporations américaines sont en quelque sorte des agents ou des extensions de l'État américain. Quand Exxon ou Shell exploitent du pétrole en Amérique latine pour le revendre avec profit, c'est un profit américain, en dollars, taxé aux États-Unis et compté à Wall Street. Pareil pour les pharmaceutiques, les banques, les fabricants d'armes, pour Apple, Google. Ensemble, les 1000 tentacules industriels, financières et technologiques des États-Unis forment une gigantesque machine à capter la richesse mondiale. Dans ce nouveau modèle, tous devront accepter que les entreprises américaines s'installent sur leur territoire pour y déverser leurs produits, y exploiter la main-d'œuvre ou encore y extraire les ressources naturelles. Soyons clairs,
Si la fonction d'un empire est notamment de réduire les frictions commerciales afin d'exploiter de nouveaux marchés, alors le régime commercial créé par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale constitue le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Les conquêtes militaires sont inutiles, les frontières s'abattent d'elles-mêmes. La culture américaine s'impose, le monde entier est une énorme colonie, des territoires étrangers où on accède librement, où on dépense sa propre monnaie et où on exploite sa supériorité afin de s'enrichir toujours plus, des nations dociles, qui versent un tribut à la métropole, qui participe à ses guerres et copie ses lois en échange de sa protection militaire, de l'usage de sa monnaie et du privilège embarrassant de se placer sous son influence. N'est-ce pas la définition moderne d'une colonie? Ainsi, ce qu'on appellera l'Empire américain, tel que configuré après la Deuxième Guerre mondiale, est loin d'être un accident ou un développement naturel des circonstances. Plutôt, c'est le résultat direct d'une stratégie concertée visant à recréer les avantages et les principaux attributs du système impérial. Mais alors, devant une telle évidence, face à une manœuvre motivée et planifiée des États-Unis, pourquoi accepter de rejoindre un tel système? Chers amis, on dit que la géopolitique, c'est l'art de choisir entre l'indésirable et l'intolérable. Au milieu d'un duel de géants, le monde est forcé de choisir entre le nouveau système américain et le communisme soviétique, un maître ou un autre. Ainsi, le monde se divise, pris en étau entre deux superpuissances qui, pendant des décennies, s'affrontent à distance dans une guerre existentielle, chacune imposant sa propre idéologie, sa propre influence et sa propre forme d'impérialisme. Lorsque l'URSS s'effondre, les États-Unis se retrouvent complètement seuls au sommet du monde. C'est alors le début d'une période étrange de l'histoire, une période de domination incontestée d'une puissance globale, une posture nouvelle dans l'histoire, une hégémonie si totale qu'il faut forger un nouveau terme pour la désigner. C'est le début de l'hyperpuissance. Sans le moindre rival pour contenir l'influence américaine, les dernières frontières s'effacent alors que virtuellement toutes les juridictions du monde s'ouvrent maintenant au dollar et à l'influence politico-économique de Washington. Les Américains fondent l'Organisation mondiale du commerce pour ensuite y inclure la Chine. Et bientôt, on assiste à un phénomène nouveau mais prévisible. Alors que l'ouverture des frontières et l'absence de blocs économiques rivales donnent naissance à une chaîne d'approvisionnement mondiale aussi vaste que spécialisée, mais dont les départements sont éparpillés d'un pays à l'autre en fonction des avantages comparés, comme le prix de la main-d'œuvre ou les matières premières. Ce phénomène, on l'appellera la mondialisation, un modèle permettant de transformer la planète en une énorme usine dirigée depuis Wall Street. Pour certains, c'est carrément la fin de l'histoire. Nous y sommes, l'Empire mondial. Et pourtant, c'est justement au cœur de cette période d'hyperpuissance que les États-Unis commettent des erreurs stratégiques majeures menant directement à une remise en doute de l'influence américaine. On évoque la guerre au terrorisme, bien sûr, mais aussi l'attitude générale de Washington dans la conduite des relations étrangères et de l'économie mondiale. Pour beaucoup, en l'absence de compétition, les États-Unis font preuve d'un exceptionnalisme mal placé et arrogant. Or, dans le rétroviseur, la Chine et la Russie arrivent à pleine vitesse. Les Chinois profitent allègrement du commerce international pour s'établir en tant que puissance industrielle. En coulisses, on prédit déjà que d'ici quelques années, son économie éclipsera celle des États-Unis. Lorsqu'éclate la grande crise financière de 2008, le traumatisme est profond. Aux États-Unis, la spéculation effrénée dans le secteur immobilier et la gestion irresponsable de Wall Street mènent directement à la crise des subprimes, provoquant l'effondrement spectaculaire de certaines des plus grandes banques du pays. Cette déflagration se propage rapidement, contaminant l'ensemble de l'économie mondiale, alors que plusieurs constatent avec horreur et stupéfaction toute la fragilité de l'énorme château de cartes qu'est la mondialisation. Il faut dire que lorsqu'on additionne la remise en doute de l'influence américaine à la crise catastrophique du système financier et à la montée de la Chine et de la Russie en arrière-plan, le récit s'écrit de lui-même. À Wall Street, on est déjà persuadé que l'ère de la domination tire à sa fin, alors que le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace graduellement vers les économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. En fait, l'idée devient si populaire que pour désigner ces géants en devenir, on utilise un nouveau jargon. Ce sont les BRICS.
Bientôt, ils organisent des rencontres formelles en dehors des auspices américains, et lorsque les États-Unis en entendent parler, le président Obama force littéralement son entrée dans la pièce. La Russie est furieuse, la Chine encore plus. Pour eux, s'il est impossible de faire usage des forums internationaux comme tous les autres pays et de dialoguer librement sans être carrément bloqué par l'ingérence des États-Unis, alors manifestement, tous ces forums ne sont rien de plus qu'un exercice performatif pour et par Washington. C'est un moment de rupture, un point tournant dans l'histoire moderne, pourtant passé inaperçu en Occident. Peu de temps après, sous l'impulsion de la crise et à l'initiative de la Russie, ces États créent ensemble une nouvelle alliance stratégique avec l'intention déclarée de mettre fin au monde unipolaire contrôlé par les États-Unis en créant un système international alternatif. C'est la naissance formelle de l'Alliance des BRICS. Dans les années qui suivent, un véritable basculement s'opère, comme si le vent de l'histoire avait brusquement changé de cours. D'abord, en Chine, le président Xi Jinping arrive au pouvoir et commet ouvertement la Chine à une longue marche vers la superpuissance qui s'achèvera au plus tard, en 2049. La Chine déploie son influence partout à travers le monde. Bientôt, dans certains domaines, ses forces armées rivalisent avec celles des États-Unis. Et sans surprise, à Washington, la panique s'installe. On tente d'isoler la Chine, de la contenir. Pendant ce temps, en dépit du fameux reset proposé par Barack Obama et sa secrétaire d'État Hillary Clinton, les relations avec la Russie s'effondrent avec l'invasion de la Crimée. Poutine recompose pièce par pièce les leviers stratégiques de l'Union soviétique, les industries gazières, pétrolières, militaires, Cuba, la Syrie, l'Iran, l'Asie centrale et la Corée du Nord. Bref, la Russie est de retour. En conséquence, le déclin de l'influence américaine ne fait que s'accélérer. Il faut dire que les décisions de Washington sont loin d'aider la cause. En Libye, avec l'aide de la France et sous l'impulsion du printemps arabe, Washington renverse avec enthousiasme le régime de Mouammar Kadhafi sans planifier ce qui viendra après. Résultat, la Libye sombre dans une guerre civile qui fait toujours rage alors que le vide sécuritaire en fait un terreau fertile pour le terrorisme et le trafic humain. En Syrie, les Américains veulent renverser Bachar al-Assad, mais échouent dans leur tentative. Plutôt, le pays sombre lui aussi dans une guerre civile terrible qui donnera éventuellement naissance à un groupe djihadiste radical, avec une influence sur des étendues considérables de l'Irak et de la Syrie. Bientôt, sur ces territoires, il proclame un État islamique. En Afghanistan et en Irak, les campagnes américaines s'enlisent pour devenir des occupations à perpétuité, entraînant des dépenses faramineuses. Et pourtant, l'Amérique tente toujours de se relever de la crise financière. L'économie plafonne, le déficit s'accroche. Coup de théâtre. Pour la première fois de l'histoire, l'agence Standard & Poor's abaisse la cote de crédit des États-Unis. Et en réponse, la plus grande acheteuse de la dette américaine, la Chine, s'inquiète pour son investissement. Elle se demande ouvertement si les États-Unis pourront véritablement un jour rembourser toute cette dette. Dans un épisode absolument spectaculaire qui aurait dû marquer l'histoire, mais qui est passé complètement inaperçu, la Chine met son poing sur la table et exige que la Maison-Blanche s'explique quant à son déficit grandissant. En réponse, Obama envoie son vice-président, Joe Biden, de l'autre côté de la table, son homologue, alors vice-président chinois, un certain Xi Jinping. Le ton de Biden est défiant. Il affirme que la Chine a tort de s'inquiéter, que son argent est en sécurité avec les États-Unis plus que nulle part ailleurs et que personne n'a jamais gagné en pariant contre l'Amérique. Il affirme que depuis des années, plusieurs ont dit, comme ils le disent aujourd'hui, que les États-Unis sont en déclin. Ils avaient tort à l'époque, ils ont tort maintenant. Publiquement, Pékin se dit rassuré. Raconter de ce moment précis. La Chine met fin à toute accumulation de la dette américaine. Autrefois, pour éviter que ses réserves de dollars ne soient grugées par l'inflation, la Chine les échangeait pour des morceaux de la dette américaine. Autrement dit, les États-Unis pouvaient acheter autant qu'ils le voulaient chez les Chinois puisque l'argent était recyclé directement dans la dette américaine, dans une forme créative d'autofinancement. On y reviendra dans la deuxième partie.
a raconté de cette rencontre fatidique lorsqu'elle est payée en dollars pour ses exportations plutôt que de les convertir en une dette incertaine et ainsi financer le déficit d'un rival. Elle préfère maintenant les verser directement dans des projets d'infrastructure en Afrique et en Asie afin de développer sa propre influence et surtout de construire une nouvelle route commerciale vers l'Europe à l'abri de la marine américaine. C'est la fameuse route de la soie. Une manière de collatéraliser les montagnes de dollars avec du réel, du tangible, des projets incertains ou chancelants, vous direz. Certes, mais à ce moment, la Chine estime qu'un chemin de fer en Afrique est un meilleur investissement que la dette d'un adversaire. Soudainement, les dollars envoyés en Chine ne reviennent plus aux États-Unis à travers la magie de la finance. Plutôt, ils subventionnent directement la construction de l'empire chinois. C'est donc la fin de la mascarade et des faux sourires, la fin de la cohabitation prudente. Pour Washington, si le déficit commercial avec la Chine revient directement à commanditer son propre déclin, alors se débarrasser de ce déficit devient une question de sécurité nationale. Dans les mois qui suivent, le président Obama déclare officiellement un pivot vers le Pacifique, déclarant la Chine comme le nouveau centre de gravité de la doctrine militaire américaine. Pendant ce temps, le public américain prend conscience du déclin et s'inquiète de plus en plus de la montée de la Chine qu'on présente maintenant comme inévitable. Lorsqu'arrive l'élection présidentielle de 2016, un certain Donald Trump fait de la Chine un des principaux thèmes de sa campagne en promettant de stopper la glissade stratégique, guerre commerciale, guerre de l'information, rivalité militaire. Tous les alliés des États-Unis sont mobilisés dans ce qui devient rapidement une nouvelle guerre froide. Car loin de se montrer docile ou de fuir la confrontation, la Chine se braque. Pékin investit massivement dans son armée et brise un véritable tabou en scellant une alliance avec la Russie. C'est le cauchemar de Nixon et de Kissinger qui se matérialise quelques 50 ans plus tard, l'union du bloc russo-chinois. En l'espace de quelques années, le monde unipolaire né des cendres de l'URSS s'est volatilisé. Le monde est de retour à son état de nature, fracturé et divisé entre des influences concurrentes, et ainsi s'achève l'ère de l'hyperpuissance. Cette étrange et singulière parenthèse de l'histoire qui, au fond, était probablement destinée à n'être qu'éphémère. Si certains parlent d'un retour à une forme d'équilibre, d'autres vont beaucoup plus loin et affirment avec confiance qu'on assiste en direct à l'effondrement final de l'Empire américain. Alors qu'en est-il vraiment? En fait, ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est que la portion visible de l'Empire, la pointe de l'iceberg. On a traité les principes de l'impérialisme ainsi que l'histoire de l'Empire américain, de sa genèse durant les guerres mondiales, sa consolidation après la chute de l'URSS et finalement sa récente remise en cause à travers la montée des puissances rivales. Or, pour véritablement comprendre et mieux prédire l'avenir de l'Empire américain, il faut aller beaucoup plus loin. En exposer la nature profonde, les piliers et les mécanismes qui le rendent possible. La clé de l'hégémonie américaine est dans la relation intime entre le dollar, les échanges et la dette. C'est exactement de quoi il sera question dans la deuxième partie de ce documentaire disponible dès la semaine prochaine. Alors assurez-vous d'être abonné à 7 jours sur Terre pour ne pas la manquer. Et s'il est impossible d'attendre que vous voulez immédiatement la deuxième partie, je vous invite à devenir membre exclusif pour seulement $1 par semaine. Non seulement vous obtenez l'accès anticipé à cette vidéo, mais aussi une émission entière de plus d'1 heure à chaque semaine où on décrypte ensemble l'actualité internationale et géopolitique. C'est grâce à nos membres si on peut produire du contenu entièrement indépendant. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt.